J'aimerais aujourd'hui donc vous adresser un sujet, à mon avis, qui est extrêmement important, qui va être celui de l'éducation. Je pense que des personnes qui sont déjà confrontées à la charge d'élever un enfant, et même ceux qui prévoient tout simplement de faire des enfants et de devoir s'en occuper, en conséquence, c'est un gros sujet. Parce que même aujourd'hui, dans des contextes comme aujourd'hui, on peut se poser des questions pour savoir est-ce que voilà, c'est viable de faire un enfant de prime abord, mais aussi comment l'éduquer. Je me souviens que Bernard de Montréal, il a écrit son livre qui est donc La genèse du réel. Vous avez écrit un livre qui est La genèse de l'homme nouveau. Donc je pense effectivement cette partie de genèse donc, qui va expliquer, qui va déterminer tout le cheminement d'un individu est un sujet relativement important, voire primordial, parce qu'on va peut-être le voir par la suite. C'est un thème qui peut expliquer pas mal de comportements, pas mal de ce qu'on va appeler la programmation, mais aussi en termes de potentiel, des pathologies qui peuvent apparaître chez l'individu. En prime abord, c'est avant d'aborder donc le thème de l'éducation en tant que tel, c'est-à-dire que l'individu, l'enfant est né et qu'il faut s'en occuper d'une certaine manière. J'aimerais d'abord avoir plus d'éléments quant à ce que vous avez appelé dans votre livre donc Genèse de l'homme nouveau, ce que vous appelez l'enregistrement vibratoire prénatal, c'est-à-dire le phénomène qui veut que l'enfant, au stade embryonnaire, va enregistrer donc l'environnement de sa mère, donc de ses parents en l'occurrence, et que cet environnement va avoir un impact plus ou moins considérable sur son avenir et sur son potentiel devenir. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, dans votre livre, donc, encore une fois, Genèse de l'homme nouveau, page 31, donc vous abordez le thème de l'enregistrement prénatal. Il va y avoir donc un début de chapitre qui va être celui-ci, donc ouvrez les guillemets, avant même la naissance, l'embryon perçoit son environnement de façon vibratoire et toutes les expériences qui se déroulent dans son entourage immédiat sont automatiquement enregistrées. La croyance populaire veut que l'âme s'incarne à la naissance, mais nous ne devons pas la confondre avec la conscience. Ce sont des éléments distincts. L'âme s'incarne longtemps avant la conscience, en ce sens que la mémoire vibratoire est déjà présente bien avant que le bébé à naître prenne son premier souffle. Ça, c'était donc dans votre livre, donc, La genèse de l'homme nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que Bernard, il en parlait aussi dans une de ses communications préparatoires. Il dit, quand l'enfant vient au monde, il possède en potentiel tout son avenir, comme s'il y avait une sorte d'écriture qui était faite et qu'il y avait quelque part la moitié du chemin qui était déjà préécrit ou préfait à partir du moment où l'enfant vient déjà au monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe dans la phase embryonnaire, donc dans l'environnement de l'enfant, il est encore en gestation dans le corps de la mère, et pourquoi c'est aussi important de faire attention à ça, car ça va avoir un impact considérable sur son potentiel devenir. Bon, l'enfant, lorsque l'embryon ou les premières cellules se divisent, il commence à avoir vie. La vie commence là. La vie individuelle de l'embryon, après la première séparation. Donc, déjà, avec la cellule, l'œuf, etc., il y a de la vie là-dedans. Mais une fois que le spermatozoïde entre en contact avec l'œuf, ça se divise automatiquement. Et le fait de la division, ça crée de la vie. Et à ce moment-là, tout commence à s'enregistrer. Autrement dit, toute action dans la matière s'enregistre dans ce que j'appelle la 5e dimension. Autrement dit, s'enregistre dans un champ d'information. Sans ça, l'univers ne pourrait pas fonctionner, on ne pourrait pas fonctionner sans la mémoire, sans l'information. Alors, non seulement il prend l'ADN du père et de la mère, c'est dans ce sens-là que Bernard va dire, par exemple, c'est prédéterminé. Il y a des choses prédéterminées déjà. Parce que l'ADN, c'est quoi finalement? C'est l'accumulation, la cristallisation de la mémoire vibratoire du vivant des personnes. Alors, dans une lignée
généalogique, par exemple, bon, ben, il y a des comportements, puis il y a des influences similaires, etc. Donc, des particularités au niveau de génétique qui vont s'installer. Les personnes, par exemple, à la campagne, vont développer des muscles, des os beaucoup plus forts, beaucoup plus que quelqu'un qui est en ville pendant des 100 ans ou 200 ans ou 300 ans, là, ou 1000 ans. Dans le sens qu'il y a une différence entre un individu qui est de la ville, un aristocrate par exemple, puis un fermier. Fait que, à ce moment-là, ben, ce qui se passe, c'est que ça a une influence, non seulement physique, mais mentale aussi, la mentalité ambiante qui s'installe aussi. Ça, c'est beaucoup plus au niveau de la mémoire vibratoire, là, du vivant de la personne. Mais même ça a une influence éventuellement sur l'ADN. 85% de l'ADN peut être modifié. Dépendant de comment l'individu agit ou réagit à ça, ou sa conscience de ce 85% ou les particularités de ça. Alors, le 15%, ça ne change pas parce que c'est beaucoup plus vieux comme mémoire. Parce que dans l'ADN, c'est de la mémoire cristallisée. Définitive, 15%, non définitive, mais très forte quand même, le 85%. Alors, l'environnement va déterminer, va faire la différence. Fait que l'individu qui naît dans un environnement quelconque, ce 85%-là va être accentué ou il va être réduit, dépendant de qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là. Voyez-vous? Pour ça, des fois, ça saute des générations. Les parents ou les parents de l'enfant ne sont pas les mêmes que les grands-parents de l'enfant, etc., dans le sens de leur comportement, etc., leur approche au niveau de la vie, etc. Bien souvent, les enfants vont être en réaction aux parents. Ils vont vivre l'autre polarité, l'autre extrême, etc. Alors, c'est dans ce sens-là que, oui, il y a un gros pourcentage qui est prédéterminé. Mais une fois que la personne naît, même à ce moment-là, elle se fait influencer par son environnement. Alors, elle n'a pas de choix là-dedans. C'est seulement lorsqu'elle s'éveille qu'elle commence à voir ce qui se passe et à changer les choses. Mais l'éveil, c'est pas ce que le monde pense. L'éveil, c'est le savoir du système. Autrement dit, savoir comment fonctionne le système. D'une façon scientifique. Si on n'a pas ça, on ne peut pas s'éveiller. Ça prend ce savoir-là et ensuite l'intégration du savoir. La preuve. Très scientifique. Les scientifiques fonctionnent de cette façon-là. Vous avez des théoriciens, des mathématiciens qui font la preuve. Même chose. C'est intéressant parce que il y a l'enfant, ça veut dire tout ce qui se passe va s'enregistrer dans ce que vous appelez la 5e dimension, c'est le champ morphique, le champ des informations. Et quoi qu'il arrive, l'enfant, dans le corps de sa mère, il va en quelque part absorber ce bagage d'informations et il va naître avec ce bagage d'informations. Ouais. Et ça veut dire en fin de compte que sa capacité d'éveil, c'est justement une capacité qui va lui permettre de se rendre compte de tout ça, de se rendre compte à quel point son environnement, déjà, qui naît avec des prédispositions. Alors, sans aller vers un déterminisme, il naît avec des prédispositions, donc il sait très bien qu'il va être plus ou moins sensible à un environnement particulier qui va venir alimenter ou changer des programmes qui sont déjà en fin de compte de facto inscrits en lui, que ce soit mentalement ou même par son ADN.
C'est ça. C'est, Alors, c'est non, purement c'est ça. mécanique. C'est ça que les gens ont de la difficulté à absorber. C'est que c'est purement mécanique. Alors, jusqu'au moment où l'individu, dans sa vie, réalise que c'est totalement mécanique. À ce moment-là, il commence à s'éveiller. Parce que pour réaliser que c'est Oui. totalement mécanique, il faut avoir une idée de la mécanique. Il faut être en mesure de l'observer. Un petit peu, en tout cas. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, l'éveil commence. L'éveil, c'est pas boum, puis c'est fini, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'éveil, c'est graduel. C'est l'éveil au système, finalement. À la réalité systémique. Et qu'est-ce qui va expliquer alors qu'un enfant, qui va être vivant de manière générale, donc voilà, on commence forcément par la case enfant, va être en mesure, vu qu'on parle de prédisposition, est-ce qu'il y a des enfants de base qui ont des prédispositions, comment dirais-je, plus avantagées pour entrer dans une phase d'éveil que d'autres? Oui. C'est-à-dire que l'éducation prend aussi énormément sur ça? Ça dépend de ce qui s'est passé dans la lignée de l'individu. Autrement dit, ça dépend de la mémoire. Ça dépend des expériences de ses ancêtres. Puis ça va donner un enfant qui a certaines prédispositions. Et en plus, vous allez avoir un environnement, les parents, qui vont influencer l'enfant, mais qui sont sous l'influence culturelle, etc., mentale, psychologique des ancêtres. Alors, il va y avoir une différence. Il y a toujours une quête, même chez des gens totalement inconscients de cette réalité-là, il y a toujours une quête de perfectionnement et de se libérer de la souffrance existentielle. Ça a toujours été. Alors, à cause de l'expérience, à cause de l'enregistrement de cette expérience-là, l'enfant va être dans un environnement qui va être plus propice. Il va avoir plus de sensibilité, etc. L'enfant et l'adolescent et l'adulte doit développer une sensibilité à la souffrance. S'il est insensible à la souffrance, hein, mais s'il est très sensible à la souffrance, il va vouloir trouver une porte de sortie. Il va finir par en avoir une ou deux, ou hein, il va chercher. C'est comme ça que ça fonctionne. Il va être plus Ça veut dire présent. qu'au bout d'un moment, l'individu, en fin de compte, il réalise que quelque part, voilà, il est dans une souffrance. Il essaye un peu donc d'analyser cette souffrance. Il se dit, ok, cette souffrance, elle est causée parce que voilà, je ne suis pas calé avec le système, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette quête de réduire le plus possible cette souffrance qui va le diriger mécaniquement vers un alignement avec le système. C'est ça, ouais. Parce que les gens qui souffrent, c'est parce qu'ils sont désajustés en rapport avec le système. C'est la même chose pour la population humaine mondiale. C'est la même chose dans le sens que plus il y a de déséquilibre, comme aujourd'hui au niveau de la pollution, par exemple, la température, etc., plus il y a des déséquilibres, c'est parce qu'il y a un manque d'ajustement à la réalité systémique, à la nature, finalement. Si l'homme se prioriserait, par exemple, s'ajuster à la nature, sans exagérer, là, à ce moment-là, ça serait totalement différent. Il pourrait s'ajuster et ne pas souffrir des séquelles de ses actions dans le temps. Parce que... Et justement, ce qui amène un peu l'homme à se désajuster par rapport au système, par rapport à la nature. C'est ce qui amène l'homme à être en déséquilibre. Qu'est-ce qui explique ça? C'est une approche psychologique? C'est le fait, par contre, qu'il subit
des mémoires, des traumatismes. Qu'est-ce qui fait que l'homme de base, il n'est pas ajusté? C'est le fait qu'il se désinforme continuellement. Par ignorance. L'homme est ignorant. L'homme est inconscient. De quoi? Du système dans lequel il vit. C'est son inconscience du système qui le désinforme. Il se désinforme lui-même. Il s'invente toutes sortes de choses. Il perçoit le système, mais il en fait un dieu. Il en fait un personnage. Ben voilà. Alors, à ce moment-là, ben, il se désinforme. Puis il se fait désinformer par d'autres. Parce qu'il se fait influencer par d'autres. Pourquoi il se fait influencer par d'autres? Parce qu'il est décentré. Il n'est pas individualisé. Il fonctionne à travers une personnalité qui est créée par des programmes qui sont créés par son lien avec le collectif. Son lien de part avec le collectif. Alors, il ne peut pas être ajusté. C'est évident, il est décentré. Son jugement est biaisé. À cause de ça. Il peut être très logique dans son histoire. Il peut être très logique dans son histoire, mais beaucoup les Grecs étaient fameux pour le sophisme. C'est très logique, le sophisme. Savez-vous ce que je veux dire? C'est la même chose. Ils étaient dans leur logique. Ils étaient un peu dans leur logique. C'est ça, exactement. Mais une logique désajustée par rapport au système. C'est ça. Mais justement, je trouve qu'on arrive à une partie assez intéressante, c'est que voilà, il va y avoir un homme qui est désajusté, qui va se désinformer continuellement, qui va être dans des personnalités qui sont de fausses identités. Et en fait, on en arrive un peu à la matrice de tout ça, donc à la fameuse genèse, qui va être ce rapport par rapport au collectif. Et justement, je pense qu'il y a une petite connexion à faire entre cette peur d'être rejeté par ce collectif. Je me rappelle que cette peur, elle est aussi primordiale, elle ressort effectivement de ce que vous évoquez, c'est-à-dire de cette peur du rejet. Et quelque part, cette sensation du rejet et cette peur du rejet qui est dans la tête d'un individu qui est égale à une survie qui ne peut plus être garantie, c'est quelque chose effectivement qui est là depuis la genèse de l'être humain. Parce que je me rappelle justement, vous en parlez, et justement ce qui est intéressant, c'est que cette espèce de trauma, ce traumatisme qui poursuit l'homme dans cette quête un peu effrénée, un peu zélée de survie, tout simplement. Est-ce que c'est ça qui crée tous ces maux et toutes ces pathologies psychologiques qui le désajustent? Est-ce que c'est pas ça qui est le déclencheur de base? Oui, c'est toujours la peur de ne pas survivre. Tout le temps. Son lien avec le collectif, c'est à travers sa peur de ne pas survivre. Sa peur d'être rejeté ou d'être abandonné. C'est la même chose. L'enfant, il vit ça très jeune. Lorsqu'on lui impose une autorité trop forte ou moindrement forte, l'enfant le vit comme un abandon, comme un rejet. Il va pleurer. Pas pour rien qu'il pleure. Il a peur. Il sait d'instinct. Il sait. Il est seul. Les parents le séparent. Lorsque les parents sont trop autoritaires, ils se séparent de l'enfant, genre. De l'enfant se sent insécure. L'enfant est de l'insécurité. Il ne peut pas être sécure. Il a besoin des parents pour se sécuriser pour sa survie. Mentale et physique. Lorsqu'il n'y a pas cette sécurité-là, lorsqu'il ne sent pas cette sécurité-là, à ce moment-là, il vit de la peur, de ne pas survivre. Le vide. Pourquoi? Il n'y a pas d'expérience, il sait d'instinct qu'il ne peut pas survivre seul, etc. Les enfants ont drôle de... Tu sais, ils sont limités au niveau de leur discernement quand ils sont jeunes. Alors, ils réagissent comme ça. Et là, une fois que ça s'est installé, ça continue. Dans son expérience. Donc, il va répéter la même expérience jusqu'à l'âge à 50 ans, 60 ans. Rendu à cet âge-là, ça va le rendre malade éventuellement. Ils vont trop vivre de conflits. Mais l'enfant, la base de sa condition évolutive, c'est ça. Fait qu'il se désinforme toujours à travers cette peur-là, tout le temps. Fait qu'il veut se rassurer,
il développe une capacité psychologique. Au départ, il y a une capacité très grande, une capacité vibratoire très puissante, très grande. Il apprend vite, facilement, parce qu'il fonctionne vibratoirement. Les parents lui imposent le psychologique, la conscience psychologique, parce qu'eux, ils fonctionnent de cette façon-là, parce que leurs parents fonctionnaient comme ça, etc. Alors, on les moule. À l'école, on les moule dans une conscience psychologique. Ils utilisent plutôt l'aspect psychologique que l'aspect vibratoire. Ils oublient l'aspect vibratoire qu'ils avaient de façon innée. Il y a de la difficulté d'apprentissage à cause de ça. Surtout les enfants qui sont encore plus vibratoires que d'autres vont souffrir de l'éducation des parents puis de l'éducation en général, à l'école, etc. Parce qu'on leur apprend, on leur dit d'apprendre d'une certaine façon, de façon psychologique. L'apprentissage ne se fait pas de façon psychologique. Tout apprentissage se fait de façon vibratoire, par la répétition de l'expérience. Pas par le fait d'essayer de se rappeler. Si un enfant essaie de se rappeler, il interfère dans l'enregistrement vibratoire, qui se fait tout seul, naturellement. Voyez-vous? Mais c'est d'autant plus intéressant parce que il y a un trauma de base qui va créer effectivement toutes ces dérives psychologiques, d'insécurité, une quête, encore une fois, un peu folle vers la sensation de se réassurer, de garantir un peu sa survie. Et en plus, c'est comme vous dites, par rapport à l'éducation et par rapport à l'école, on a toute une société qui est basée sur ces critères-là, sur ces critères d'acceptation. C'est-à-dire, voilà, il faut que tu sois accepté par le groupe parce que sinon tu vas avoir un rejet. Et en fait, on la voit très facilement aussi, cette polarité à l'école. À l'école, c'est que quelque part, il y a une hiérarchie. Il va y avoir les bons, les mauvais. Donc les bons, ceux qui répondent aux critères et ceux qui ne répondent pas aux critères. Va y avoir donc les intelligents et ce qu'on appelle les ânes de la classe. Et même effectivement en sport, va y avoir deux équipes, les meilleurs et ceux qui ne sont pas pris pour jouer au football avec les autres. Et même socialement, dans la cour, va y avoir les enfants populaires et ceux qui sont qualifiés de impopulaires ou de losers, etc. Parce qu'ils ne répondent pas aux codes d'acceptation qui sont en fin de compte des codes de garantie de survie, mais cachés. Donc ce sont des codes d'insécurité. Ouais. Alors, là, la question qu'on pourrait se poser, c'est que un parent qui est éveillé ou plus ou moins éveillé et qui a conscience qu'il y a un système qui va déjouer, qui va amplifier des prédispositions à se sentir insécure. Mm-hmm. C'est quoi la réaction d'un parent avec une approche vibratoire? Qu'est-ce que vous pourrez dire, qu'est-ce que vous pourrez faire un parent pour éviter d'amplifier des prédispositions à l'insécurité? Premièrement, c'est pas tellement qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire. C'est pas dans cette direction-là qu'il faut regarder. C'est dans le sens qu'il sait comment fonctionne l'enfant. Il est éveillé à ça. Donc, c'est pas lui qui va dicter le chemin. C'est l'enfant qui dicte le chemin. Dans le sens qu'il va écouter l'enfant. Il va absorber l'enfant. Parce que chaque enfant est différent. Même s'il fonctionne vibratoirement, il est plus ou moins, ou il y a des particularités. Alors, il faut que les parents, une personne ou des parents éveillés vont étudier l'enfant, vont absorber l'enfant, vont l'écouter pour être en mesure d'intervenir ou de ne pas intervenir, justement, la plupart du temps. Le problème des parents, c'est qu'ils interviennent trop souvent. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent de façon psychologique. Si l'enfant a un comportement différent, il panique, par exemple. Dans le sens que ça ne fit pas avec eux autres. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, un enfant, c'est un peu comme les enfants autistes. OK? Les enfants autistes, ils fonctionnent purement vibratoirement. Ils ne fonctionnent pas psychologiquement du tout. Même à l'âge adulte. Bon, mais l'enfant, là, il est comme un autiste au début. Il fonctionne comme ça. C'est juste que les parents
l'amène à fonctionner autrement. Mais c'est comme forcé, c'est trop. Parce que la conscience des parents va être une conscience involutive ou psychologique. Mais s'il y a des parents qui sont éveillés, à ce moment-là, ils vont faire prendre conscience à l'enfant de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, etc., comment il se comporte, parce qu'ils l'écoutent. Et ils vont être créatifs à trouver des façons pour faciliter l'éducation de l'enfant, parce que c'est l'enfant qui s'éduque. Fait que, le rôle des parents, c'est d'amener l'enfant à développer plus de discernement, à s'individualiser, etc., à être dans son autorité, etc. Parce que si on essaie d'amener une personne à s'éveiller, on se rend compte que la personne est totalement décentrée. C'est pour ça qu'elle n'est pas éveillée. Alors, on lui fait prendre conscience de certains aspects qui font qu'elle est décentrée. Mais c'est elle qui va intervenir dans sa vie de tous les jours pour changer ça. Si elle ne se laisse pas influencer par le collectif, c'est en mesure d'observer en temps réel, on parle pas 10 ans après, là, en temps réel. C'est en mesure d'observer ça. Donc, elle doit développer cette capacité d'observation, mais c'est la même chose pour l'enfant. Les parents servent à aider ou à faciliter le développement chez l'enfant d'une observation vibratoire, autant que psychologique, mais sans être englobé par le psychologique. C'est quoi le psychologique? C'est le monde de la forme. La logique, la forme, des catégories, etc. L'enfant peut développer ça, mais à son rythme à lui, et se développer vibratoirement en premier lieu. Mais c'est pas ça qui se passe, c'est que aussitôt que l'enfant commence à se développer vibratoirement, on intervient dans ce processus-là trop rapidement. Autrement dit, les parents n'écoutent pas les enfants. Ils n'étudient pas l'enfant. Ils imposent une éducation à l'enfant. S'ils écoutaient l'enfant, ils absorberaient l'enfant, à ce moment-là, ils pourraient le suivre, puis l'enfant, puis lui transmettre des choses beaucoup plus facilement. Il y aurait plus... De cette façon-là, l'enfant se sentirait plus dans son autorité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le fait arriver. C'est toujours... Bon, l'enfant apprend à marcher seul. Il apprend à parler seul. Il est influencé par les parents, c'est évident. Il entend les parents parler, il va blablabla au début. Mais après ça, il va demander aux parents qu'est-ce que c'est ça, ou whatever. Ou les parents vont y aider un peu. T'sais. Mais ça vient de lui. Ça peut être un jeu, ça peut être... Vous voyez ce que je veux dire? Il va répéter la chose plus facilement. Il n'a pas besoin de s'en rappeler, il a juste à le répéter. Il absorbe. Regardez à quel point un enfant peut apprendre une langue. Par exemple, que ce soit le chinois ou le français. Ça n'a pas d'allure. À quelle vitesse ils apprennent? Pourquoi ils apprennent à cette vitesse-là? Parce qu'ils apprennent vibratoirement. Ils répètent. Ils ne se forcent pas. Ils captent la vibration. Une enveloppe en chinois, ça veut dire quelque chose, un son quelconque. Tu sais, il catch. Pourquoi? Il baigne dans un environnement chinois, de langue chinoise. Il va apprendre ça. Beaucoup plus facilement qu'un adulte qui essaie d'apprendre le chinois. Là. Parce qu'il va faire des liens vibratoires. Les liens vibratoires vont se faire tout seuls. Il n'y a pas besoin de se forcer. C'est naturel. Donc, les parents, c'est de suivre l'enfant dans tout ça et le guider, simplement, sans trop intervenir.
lui apprendre à apprendre. Renforcer son apprentissage, comme ça. Sa façon de... Alors, plus il ferait ça, plus l'enfant vieillirait, plus il utiliserait sa capacité vibratoire. Il ne la perdrait pas. Aussi rapidement, en tout cas, que les enfants éduqués par des parents qui fonctionnent de façon psychologique. C'est deux consciences totalement différentes. Il manque un élément à la conscience psychologique, c'est l'élément vibratoire. C'est ce que l'homme appelle l'invisible. C'est pas l'invisible, c'est pas l'inconscient. C'est parce que l'homme est inconscient de ça. Tout simplement. Il n'a pas accès. Pourquoi il n'a pas accès? Parce qu'il est influencé. Pourquoi il est si facilement influencé par le collectif, par l'autorité collective? Parce qu'il a peur d'être rejeté, il a peur d'être abandonné. Il n'est pas en mesure d'être seul, d'être individualisé, il n'est pas centré. Alors, il a peur. Voyez-vous comment ça fonctionne, l'influence? Ça se perpétue comme ça, de génération en génération, sans que personne y voit quoi que ce soit. Incroyable. Il y a effectivement l'approche qui est celle effectivement voilà, de libatoire, qui est celle d'écouter l'enfant, de le suivre et de le cadrer. Et justement, quelle est la limite entre un parent voilà, qui va être trop autoritaire, donc qui va trop vouloir cadrer l'enfant et donc, par conséquence, le déconnecter à l'univers vibratoire, et un parent qui, à l'inverse, va être trop dans l'écoute et dirais-je, qui va un peu créer ce qu'on va appeler aujourd'hui un peu l'enfant roi. Parce qu'il doit y avoir... Ouais, ben c'est parce que... Aussi... Oui, parce que derrière ça, il y a une conscience psychologique. Voyez-vous? Alors, on ne peut pas faire ça avec une conscience psychologique. Il faut être éveillé pour faire ce que j'ai décrit tout à l'heure. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Là. Parce que ce qu'il y a aussi à prendre en compte, c'est qu'il va y avoir effectivement l'approche que vont avoir les parents. Donc, il va y avoir une approche effectivement qui va être, dans le meilleur des cas, éveillée, vibratoire, basée sur l'écoute et qui va permettre à l'enfant de développer son lien avec le vibratoire et donc avec un apprentissage beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Mais il va arriver fatalement un moment où l'enfant va rentrer à l'école, dans l'éducation nationale, et là, l'enfant, en fin de compte, il va être confronté à un système qui est totalement opposé. Donc les parents peuvent se dire, oui, très bien, j'ai une approche vibratoire. Oui, mais... Oui, oui, mais... si l'enfant est obligé de vivre ça, il va être, comment je dirais, premièrement, éduqué par les parents, OK? Comment ça fonctionne, hein? Et lui, il peut fonctionner autrement. Moi, j'ai des exemples avec des enfants que j'ai en consultation avec les parents, puis où il y avait des difficultés, par exemple, à faire des devoirs. OK? Hein? Les fameux devoirs. Alors, je leur dis... Puis là, ils mettent d'importance à ça, puis ils angoissent à cause de ça, etc. Puis les parents en mettent parce que, les parents, ils veulent qu'il y ait des bonnes notes, etc. Premièrement, j'ajuste les parents. C'est pas important, les notes. OK? Dans le sens, ça a une certaine importance, mais c'est pas important pour le moment. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ça de cette façon-là, vous créez de la pression chez l'enfant. Puis à l'enfant, je vais dire, par exemple, essaie pas de te rappeler de rien. Fais que lire. OK? Et puis, fais tes devoirs et ensuite vérifie. Autrement dit, puis là, tu vas voir les fautes que tu as faites, tu vas voir les erreurs que tu as faites, puis c'est toi qui t'auto-corriges, mais tu vas te rendre compte des erreurs. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend, à travers les erreurs. Alors, on enlève la pression, parce que l'enfant, il peut avoir accès aux réponses. Et voilà. Il faisait devoir, sans pression, bon, comme il peut. Puis là, ben, ensuite, il vérifie dans le livre.
de pression. Puis à ce moment-là, ils apprennent de leurs erreurs. Ils ne se forcent pas. Facile. Puis ils apprennent plus comme ça parce qu'ils ont moins de stress. À l'école, ils veulent que l'enfant se rappelle tout de suite. C'est contre nature. Ça s'enregistre de toute façon, tout seul. Vous lisez quelque chose, vous participez à un cours, ça s'enregistre. Il s'agit de relire, il s'agit d'englober le sujet. Plus l'enfant est en mesure de faire ça, plus il va passer un examen, il va faire les réponses. Automatique. Avec la constance, là, pas de problème. Il y a des difficultés avec quelque chose. Comme j'ai déjà dit à une jeune fille qui avait des difficultés en mathématiques, par exemple, des mathématiques pour elle, ben, j'ai dit, va sur l'Internet, étudie qu'est-ce que c'est les mathématiques, premièrement. Puis curieusement, elle a eu un professeur par la suite qui a dit exactement la même chose. Puis il a expliqué qu'est-ce que c'était plutôt les mathématiques. Puis là, aujourd'hui, elle n'a pas de problème avec ça. On leur enseigne les mathématiques sans leur expliquer qu'est-ce que c'est les mathématiques. Qu'est-ce que c'est la géographie? Qu'est-ce que c'est l'histoire? Non, c'est ça, bang, bang, boum. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Pour le pourquoi du pourquoi. C'est ça l'éducation aujourd'hui. Vous allez avoir des exceptions, de temps en temps des professeurs qui sont plus particuliers. Mais à part de ça, pas fort. Alors qu'est-ce qui pourrait différencier une éducation justement de l'homme nouveau d'une éducation de l'homme ancien? Ça veut dire quoi? C'est une instruction qui serait basée uniquement sur l'expérience, sur l'explication? Surtout sur l'expérience. Ouais. Théorie, expérience. Théorie, expérience. Erreur, correction. Erreur, correction. Mais pour ça, il faut que l'enfant soit libre de faire des erreurs. Puis prendre avantage de son erreur, surtout. Apprendre à prendre avantage des erreurs. C'est vrai aujourd'hui que l'erreur, c'est sanctionné. L'erreur a vraiment une polarité négative. L'erreur, elle est en rouge sur la copie. Elle est en rouge, surlignée. Il y a une note à la fin, il y a la pression. Il y a effectivement l'exemple que vous citiez avec les parents derrière qui, voilà, il faut avoir des bonnes notes, parce que les bonnes notes, ça va te permettre d'atteindre les meilleures écoles, parce que les meilleures écoles, tu vas avoir un bon travail. En fait, on sent toute la continuité de l'insécurité, en fait, d'ailleurs. C'est ça, en fin de compte. Ouais. Et, la pression collective. Ce qui est intéressant avec ce que vous évoquiez... Oui. Ouais. Et ce qui est intéressant avec l'approche un peu vibratoire qui est basée sur la répétition, voilà, on teste, on apprend, on fait des erreurs, voilà, on emmagasine, non pas, on va dire, de la connaissance morte, désenracinée, mais plutôt de l'expérience. J'ai l'impression, en fin de compte, que c'est comme si l'individu, il se crée quelque part son propre programme, quoi. Plus il est conscient, c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est ça. Plus il est conscient, plus il crée son propre programme. Moins conscient, moins il crée son propre programme. Même si c'est lui qui le crée, là, dans un sens. Parce qu'il n'en a pas conscience. C'est ça le problème. L'enfant, il crée sa programmation par réaction. Puis les parents, par leur réaction, créent la réaction de l'enfant qui crée la mémoire, qui crée l'expérience, la mémoire expérientielle. T'sais? Mais il n'est pas conscient de ça. Fait que lorsqu'on n'a pas conscience d'un programme, c'est particulier. Dans le sens que c'est plus fort que nous. C'est quoi un programme? C'est des habitudes. Hein? C'est puissant. Alors, c'est plus fort que nous. Les gens vont dire facilement, « Ah, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher. » Hein? Et c'est intéressant parce qu'en plus, on parle de programme scolaire. Ouais. Justement, il y a même une dimension derrière où on va bachoter, mais encore une fois, c'est un programme qui est mal fait, ou c'est un programme collectif, alors que ça devrait être un programme individuel basé sur l'expérience.
Et est-ce que c'est la même chose quand la personne dans l'exemple, une personne que vous avez eue qui disait voilà, qui disait qu'elle avait des difficultés en mathématiques, en fait, elle subit dans ce cas-là un programme qui lui fait croire qu'elle est mauvaise en mathématiques au lieu de retravailler et comme d'engrammer en quelque sorte ce programme-là pour se l'accaparer et être en avantage par rapport à celui-ci. Quoi. C'est ça. Donc en fait, ce qui séparerait alors l'homme de l'évolution, l'homme de l'involution, c'est que celui qui est dans l'involution, il subit son programme et celui qui est dans l'évolution, il peut le réécrire. Ouais. Il crée ses programmes. Les anciens, il les désactive. Ils ne les activent plus, c'est évident. Ils ne sont pas intéressés. Mais ils peuvent se déclencher quand même. Il peut avoir des automatismes quand même de mise en vibration. Mais il est trop conscient pour subir tout ça. Alors, à ce moment-là, il crée des programmes qui vont aller contre ces programmes-là, dans un sens. Ou l'antithèse de ces programmes-là. L'observation, c'en est un programme anti-psychologique. Dans le sens de l'observation vibratoire, ça va servir à observer ce qui se passe, en général, autant sur le psychologique que le vibratoire. Ça va servir à neutraliser les influences. Ça va servir à observer les automatismes de mise en vibration. Lorsqu'un individu est en mesure d'observer en temps réel les mises en vibration que l'automatisme amène, que la programmation amène, à ce moment-là, ça n'a plus le même effet sur lui. Ça tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de forme rattachée à ça. Mais aussitôt qu'il met de l'importance à une forme, quelqu'un, il justifie la mise en vibration par rapport à la forme, il vit l'émotion. C'est que ça, une émotion. C'est un manque de conscience de la réalité. Parce que vous êtes justifié, vous avez le droit de réagir dans matière. Vous allez crier, vous allez faire n'importe quoi. Vous allez pleurer, vous allez... Vous donnez raison à. Il n'y a pas d'émotion sans raison. Jamais. En même temps, on va dire qu'un individu, effectivement, à partir du moment où il va justifier une mise en vibration, il va vivre l'émotion. Après, quand on analyse un peu dans l'environnement dans lequel vont baigner nos futurs enfants, ce qui est moi que les nouveaux adultes actuellement, on est un monde de justification, on est un monde d'émotions, on est un monde victimaire, on va dire le pathos, l'émotion va être partout. Donc je pense que en plus de ça, l'enfant, dans son univers familial, potentiellement, il va être entouré de personnes qui vont être émotives, basées sur l'insécurité. Il va embrasser une éducation par la suite qui est basée sur une insécurité. Il va arriver dans un monde du travail qui est basé sur les émotions, sur l'insécurité, pour finalement évoluer dans un monde totalement émotif. Donc, mais ça n'a pas d'importance. Quelque part. Ça n'a plus d'importance à ce moment-là parce qu'il est capable de voir ce qui se passe. Un homme, un être humain qui est éveillé, il peut aller dans n'importe quel milieu, se mêler à ce milieu-là, faire ce qu'il veut avec ça. S'il est obligé d'y aller, par exemple. C'est évident que des milieux toxiques, très toxiques, il n'est pas intéressé. Mais c'est lui qui va influencer le milieu, pas le milieu qui va l'influencer. C'est la différence. Parce qu'un être qui est éveillé, il va rayonner. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de parler. Le moindrement qu'il détecte chez un autre individu une capacité d'absorber ce qu'il dit, ce qu'il émet, il va continuer à parler. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il est absorbé par l'autre. S'il sent trop de résistance, il arrête de parler. Ça veut dire que si jamais il y a une personne effectivement qui est éveillée, elle va donc rayonner. Et si jamais il y a un retour qui est du même niveau, c'est ça qu'on appelle une sorte de sympathie vibratoire. C'est des gens par contre, qui ont à peu près la même approche. Ouais, dans le sens qu'ils sont ouverts. Il est obligé. Ils sont ouverts. Ils sont peut-être pas conscients de la même façon. Ils peuvent être psychologiques encore, mais ils sont ouverts. Ils sont beaucoup plus ouverts. Ils sont plus prêts à absorber quelque chose du genre. C'est pas évident à absorber ça, là, pour une personne qui est pas prête à l'absorber. Qui n'est pas prédisposée. Puis c'est pas tout le monde qui est prédisposé. On peut jouer avec ça tant qu'on veut. Là. Il y a des gens qui sont dans l'ésotérisme jusqu'aux oreilles, dans la spiritualité jusqu'aux oreilles. Ils ne sont pas prédisposés. Pas du tout. Mais ils se croient prédisposés. Parce que... Voyez-vous ce que je veux dire? Mais quand on leur parle de la réalité telle qu'elle est, là, ça ne marche plus. Là. Ils préfèrent rester dans leur monde féerique. Voyez-vous? Est-ce que cette fascination pour l'ésotérisme, pour le féerique, est-ce que c'est pas là aussi une continuation d'une sorte d'insécurité? C'est-à-dire, j'ai préféré un monde plus coloré, plus chaud, avec des fées, etc., plutôt qu'un monde qu'on qualifierait de plus froid qui est systémique. Oui, c'est évident. Ils ont besoin de ça. Il faut leur faire une chaleur astrale. Une chaleur psychologique. Là. Tu sais, ils passent de la religion à la spiritualité. Autant ils étaient dans la religion, autant ils vont être dans la spiritualité. Ils vont rechercher des formes qui sont similaires aux anciennes, à leurs anciennes croyances. Ils répètent la même chose, sinon ils changent la forme, tout simplement. Que ces gens-là ont beaucoup de difficultés, surtout quand ils s'accrochent à des formes particulières. Ils ne sont pas prédisposés, c'est évident. Ils sont trop ancrés. Moi, j'insiste pas là-dessus. Oui. Après, effectivement, il va y avoir des individus, donc par rapport à tout ce qu'on a dit, le bagage, qui vont hériter les prédispositions, effectivement, à l'éveil ou pas. Après, à l'inverse, il peut y avoir aussi des parents qui vont se trouver dans le cas de figure où ils savent, voilà, où eux-mêmes, ils ont évolué dans un environnement qui est extrêmement toxique, et qui ont conscience, qui n'ont pas envie de transmettre cette quelque part, toxicité à leur enfant. Alors, eux, je pense que d'une certaine manière, malgré leur manque de prédisposition, ils pourraient peut-être donner naissance à un enfant qui, lui, va éviter ces pièges-là. Enfin, ils vont transformer toute cette expérience en sorte d'instruction vibratoire un peu... Ils ont hérité, effectivement. Ouais, mais s'ils ne sont pas éveillés, ils vont transmettre quelque chose. Ils vont être prédisposés à l'extrême, à ce que l'enfant vive l'extrême de ce qu'ils ont vécu. C'est ça le problème. Des gens qui ont été trop, où les parents étaient trop autoritaires, etc., où ils ont senti trop d'autorité. Les parents, quand ils ont des enfants, ben là, il y a beaucoup trop d'espace, pas d'autorité du tout, très peu d'autorité, etc. Il ne s'agit pas d'imposer de l'autorité. Il s'agit tout simplement de faire appel à l'intelligence de l'enfant. Si l'enfant n'a pas cette capacité-là à ce moment-là, ben à ce moment-là, on lui donne des conséquences. C'est tout. Jusqu'à temps qu'il voit la différence entre la conséquence et la communication ou le dialogue intelligent. Il devient plus intelligent, il devient plus sage. Si l'enfant ne veut rien savoir, OK, pas de problème. Mais il va finir par choisir l'intelligence. Si on lui parle intelligemment. Si on fait l'exercice de lui parler tout le temps, de façon intelligente, premièrement. Et ensuite, s'il répond, bien là, on continue.
Là, il corrige. Il peut corriger. La conséquence sert à une chose seulement, à l'amener à communiquer de façon plus intelligente. Pour qu'il puisse se corriger lui-même. Simplement. Sans ça, il pourra... Il y a aussi... Oui. Sans ça, ça ne corrigera pas. Il ne pourra pas se corriger. Même si les parents lui donnent toutes sortes de conséquences. Même s'ils le punissent. Il ne faut pas que ça soit une punition. Il faut que ça soit une conséquence. C'est une punition, c'est différent. C'est donné sur un ton différent par les parents, une punition. Tandis que les parents peuvent expliquer à l'enfant la différence. Même s'il ne comprend pas parfaitement, puis il s'en fout, au moins, les parents lui ont dit, vont lui répéter encore. Il s'agit de répéter, 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 jusqu'à temps que l'enfant voit la différence. Par lui-même. Il faut être patient avec un enfant. Est-ce que c'est juste de dire que de la même manière qu'un parent fait une erreur en punissant son enfant au lieu de lui faire voir une conséquence, c'est la même chose qu'un professeur va punir une faute au lieu de valoriser l'expérience qu'a acquis l'enfant. Ouais. Donc en fin de compte, on est vraiment à chaque fois dans des mêmes approches qui se répètent, quoi. C'est ça. Donc le professeur va traiter l'erreur d'une autre façon. Il va parler à l'enfant en disant, oui, tu as fait une erreur, pas grave. Là, tu sais que c'est une erreur, hein? Je vais t'expliquer pourquoi tu as fait cette erreur-là. Mais c'est pas ça qu'ils font. Ils n'aident pas l'enfant à reconnaître comment il a fait l'erreur, pourquoi il a fait l'erreur, etc. C'est intéressant parce que dans tout ça, il y a vraiment un dénominateur commun qui va être celui que l'enfant, il faut absolument qu'il s'approprie quelque part son environnement, qu'il s'approprie toutes les expériences qu'il peut faire. De la même manière que il ne faut pas que ce soit trop polarisé en mode punition quand il fait une bêtise, sinon il ne va pas comprendre par expérience, ou de la même manière que si jamais on lui met tout simplement 0 sur 20, il faut vraiment justement l'amener et que, on parlait de genèse, il faut que lui-même crée une sorte de genèse, d'autogénèse, de compréhension, d'auto-analyse de l'environnement, pour que là il rentre et qu'il puisse évoluer de manière... Il faut lui apprendre ça. Il faut lui apprendre ça. Il faut le programmer à ça. Les parents, de toute façon, programment leurs enfants de façon inconsciente, mais totalement inconsciente. Puis ils en font des petits monstres, là, tu sais. Des enfants tyrans, puis tout le kit, là, tu sais. Mais là, si on dit, il faut programmer l'enfant, on ne peut pas programmer l'enfant. Oui, mais vous le faites déjà, inconsciemment. Il faut programmer l'enfant, comme du monde. Mais en fonction de l'enfant, il faut être intelligent dans ça. Voyez-vous? Lui donner des bonnes habitudes, si vous voulez, une autre façon de parler. T'sais? Développer son discernement, développer son autorité, surtout. Qu'il puisse garder l'autorité qu'il a déjà. Puis la développer, cette autorité-là. C'est très important. Comment il va développer son autorité? Par le fait que les parents le laissent. Ils lui laissent l'espace pour qu'il puisse développer son autorité. Tout en gérant l'affaire. Voyez-vous? Il va avoir un enfant de 1 an, je ne sais pas à quel âge, il marche à 4 pattes. Là. Quand il commence à marcher à 4 pattes, là, il se promène. Fait que, si je mets des barrières, où vous ne voulez pas qu'il aille, puis là, le reste, il va où ce qu'il veut. Vous le surveillez, mais il va où ce qu'il veut. Puis là, vous allez voir des choses, il va apprendre, qu'est-ce que c'est ça? Il touche à tout. Il apprend. Il va tomber, il apprend son erreur. Il va faire plus attention après la fois. S'il tombe encore de la même façon, là, il va allumer un moment donné. Il faut laisser vivre son apprentissage. Pas trop intervenir. Il faut préparer le terrain, c'est évident, mais il ne faut pas trop intervenir.
L'enfant va se développer naturellement. Il a tout pour se développer, pour apprendre, etc. C'est comme un petit sauvage, là, c'est comme un petit animal sauvage. Ils apprennent vite. Fait que, J'ai j'ai un peu l'impression effectivement que un enfant qui va recevoir une éducation prébatoire, c'est pas un enfant effectivement comme vous dites qui va prendre le discernement, donc il va comprendre comment marche le système, il va comprendre ses programmes et il va surtout comprendre comment créer ses propres programmes. Et dans ce cas-là, dans ce cas de figure, c'est l'homme évolué, parce qui est parfaitement ajusté. Après, bon, il y aura forcément des erreurs, des choses comme ça, mais ce sera ses erreurs, ses programmes, ses créations, et quelque part, c'est ça, avoir son identité. Ouais. Et qu'il va falloir tenir face à un collectif qui, lui, va forcément désirer... Il va être moins influencé par le collectif, automatiquement. Il va être dans sa propre autorité. Dans ça, il va être dans l'autorité du collectif. Par peur. Il va être dans des relations, par exemple, avec d'autres personnes, ou avec, par exemple, petit gars avec la fille, par peur. Tu sais? Tombe en amour. Boum. Peur de perdre. Peur du rejet. Si la fille, le moindrement, regarde un autre gars, tu sais, ou vice-versa, peur de perdre l'autre. Il y a toute la même place, ça. C'est la peur du rejet, c'est la peur de l'abandon. Et puis là, il se croit en amour. Ah oui, je l'aime, là. Parce que j'y tiens. Tu sais, avec mes griffes dans sa peau. Tu sais, c'est la peur de perdre. Ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Les parents ne savent pas, les enfants ne sauront pas plus. Ils répètent les mêmes expériences. L'évolution, c'est ça, c'est la répétition des mêmes expériences. Puis ça s'amplifie. Ça devient encore plus fort. Il y a plus de souffrance. Jusqu'à un moment où ça pète, individuellement. Ça peut péter dans le sens que la personne se fait péter, là. Il se suicide, ou il essaie de trouver une solution. Est-ce qu'un enfant qui, dans le cas idéal, hein, qui serait vraiment, voilà, naissance vibratoire, éducation vibratoire et évolution vibratoire, est-ce que c'est un enfant qui serait quand même parfois confronté à la peur, ou à partir du moment où on travaille dès la genèse de l'individu à gérer cette peur qui est en fin de compte la peur primordiale du rejet qui est synonyme de non-survie, est-ce que si on travaille sur celle-ci, un individu totalement dans la vibration est un individu qui connaît la peur? L'individu qui est éveillé connaît la peur, mais il n'y a pas de peur. Il y a une mise en vibration, mais il sait ce que c'est. S'il est devant quelque chose de dangereux, un animal dangereux par exemple, il va avoir une mise en vibration. Fait que, le fait qu'il est suffisamment conscient, ça dépend de son expérience aussi, à ce moment-là, il va pouvoir survivre plus facilement qu'un autre. Soit en évitant la confrontation ou en confrontant. Un des deux. Il peut confronter aussi, s'il n'y a pas le choix, il confronte. Il attaque. À ce moment-là, il attaque en toute connaissance de cause. C'est puissant, ça. C'est pas une attaque poussée par la peur. Oui, il va y avoir une mise en vibration de survie, ça c'est évident. L'adrénaline va pomper. Là. Mais il va être capable de régler la situation. Il devrait, en tout cas. Ça dépend de son expérience. Donc en fait, c'est tout comme les programmes, il va connaître la peur, mais sans la subir. Sans, mais il n'y a pas sans être dépassé. On va clarifier une chose. Il n'y a pas de peur sans une forme. Sans justification de la forme. Lorsque vous commencez à justifier
vous justifiez votre peur. Autrement dit, vous justifiez ce qui se passe. Dans le sens que, aussitôt que vous intervenez psychologiquement, vous créez de la peur. Il ne peut pas avoir de peur sans force. Si une personne le vit au niveau vibratoire seulement, il n'y a pas de peur. Il y a une mise en vibration. That's it. Forte, mise en vibration. La peur commence quand il commence à justifier en rapport avec l'événement. Alors, si c'est un animal sauvage, là, il va s'imaginer, par exemple, se faire mordre, se faire tuer, etc. Voyez-vous? Là, il va être justifié. Là, il est en train de justifier la mise en vibration, donc la peur. Ça devient de la peur. Parce qu'il est en train de justifier, là. Voyez-vous? Il s'imagine que. Tandis qu'une personne qui serait en mesure de gérer son énergie comme ça, sans tomber dans la justification, il deal en temps réel avec ce qui se passe. Il n'y a pas de justification. C'est comme les arts martiaux. Vous ne pouvez pas savoir d'avance qu'est-ce qui va se passer. Alors, une personne qui est très avancée dans les arts martiaux, en tout cas ceux qui le sont, là, ils réagissent au mouvement énergétique, au mouvement de l'autre, c'est tout. Le reste se fait automatique parce qu'ils ont pratiqué. Qu'ils soient bloqués, attaqués, etc. Ils ne pensent pas. Ça ne se pense pas, ça se fait. C'est la même chose dans ce cas-là. Il n'y a pas de peur. Il y a mise en vibration, par exemple. Mais il n'y a pas de peur. Donc, l'homme nouveau, ce serait l'homme sans peur, alors. Ouais, sans peur et sans reproche. Oui, éventuellement, il va de moins en moins vivre de la peur. La peur, c'est l'émotion. Même chose. Ça prend la justification. Il justifie sa peur. En s'imaginant quelque chose. C'est alors, c'est l'homme sans peur et sans justification. Ouais. Et là, on arrive à l'homme nouveau. C'est ça. C'est l'homme qui est en mesure de contenir l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il est en mesure d'observer vibratoirement ce qui se passe en temps réel. Il a l'expérience. S'il se fait prendre, c'est parce qu'il manque d'expérience, puis il sait qu'il manque d'expérience. C'est pas une erreur, c'est un manque d'expérience. La prochaine fois, il va être en mesure d'absorber encore plus, une mise en vibration encore plus forte. Et encore plus forte. À un moment donné, il n'y en a plus de suffisamment fort. Ce que je veux dire. Et ce qui... complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit l'individu qui est face à un animal ou l'individu qui va effectuer un combat dans le cadre d'un art martial quelconque, en fin de compte, vu qu'en fin de compte, il ne va pas vibrer il ne va pas justifier sa peur en disant « Ah oui, je peux me faire manger par l'animal ou je peux prendre un coup de poing », qui est en fin de compte dans la mémoire. Donc en fin de compte, c'est comme s'il se projetait vers le passé et là, on a l'impression que l'individu qui ne justifie pas, il est présent, tout simplement. Il est vraiment présent, connecté d'un point de vue énergétique. Et ça, en fin de compte, il fait, entre guillemets, sa supériorité par rapport à l'homme qui est face à un événement. Et cet événement va vibrer une mémoire. Et donc, l'individu, en fait, il va être déconnecté. Donc, il y en a un qui a accès à l'énergie, la mise en vibration, puis l'autre n'a pas accès à l'énergie. Il subit l'énergie. Il subit la mise en vibration. C'est ça la différence. Alors, c'est une question de contenance. Comme un individu. Donc, c'est une question de développement d'un mental différent, d'un mental supérieur, d'un mental qui est en mesure d'observer la réalité. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un apprentissage. En fait, ce qui empêche l'homme de vivre ça, c'est sa conscience psychologique, que j'appelle de la résistance psychologique. Parce qu'il va toujours retourner là-dedans, essayer d'expliquer les choses de façon psychologique, ou s'expliquer les choses de façon psychologique. Il faut qu'il découvre une autre façon, qu'il explore une autre façon d'observer la réalité.
C'est pas ce qu'ils pensent. Alors, c'est pour ça que c'est pas facile, dépendant de la résistance. Ça demande tout un apprentissage, toute une éducation. Oui. Ça prend le temps que ça prend. C'est tout. Ça prend le temps de la résistance psychologique. En rapport avec l'individu. Plus il y a de résistance, plus ça prend de temps. Moins de résistance, plus ça va rapidement. Les gens, ils s'imaginent, ah, je vais être ça, ah oui, je suis ça, je suis là, là. Ouais, mais ça, c'est un désir d'être là. Pas pareil. L'éveil, c'est pas un désir. C'est pas un désir du tout. C'est une nécessité.